Ce matin sur la RTBF et sur la première, en ce jeudi, on va dérouler la fresque de l'été avec Ceci n'est pas un selfie et on va rajouter un visage ce matin à notre fresque d'invités pour faire un portrait qui n'est pas narcissique, mais on invite des invités qui sont très influents dans leur engagement. Ils n'ont pas forcément des millions de followers sur les réseaux sociaux, mais ils nous ont marqué dans l'émission Tendance Première. Notre invité du jour, eh bien, il est passionné par l'histoire, par le présent et par l'avenir de l'Europe. Après avoir travaillé plusieurs années au Parlement européen au service de quelques députés européens, on en parlera. Son engagement pour parler des enjeux qui touchent notre Union européenne est total. Il a notamment fait un tour de France comme conférencier pour parler d'Europe et notamment pour évoquer les dangers qui pèsent sur cette union à la fois très forte mais également extrêmement fragile. La rencontre entre son père et sa mère lui a donné sa binationalité. C'est un symbole fort dans son engagement. Qu'est-ce qui a pu amener notre invité à un tel amour et une telle fierté pour l'Europe? On va lui poser évidemment la question ce matin jusqu'à 11h. Et puis on parlera un tout petit peu du ciel avec lui. C'est un passionné de l'espace, de l'univers. On est très heureux de vous accueillir, Shams, ce matin. Shams El Ghonemmy. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter, Fabrice. Et bienvenue pour parler d'Europe, notamment ce matin sur la première. La première. Ceci n'est pas un selfie. Et dans un instant, Shams, on ouvre le grand livre de votre enfance avec une photo que vous avez choisie pour justement nous lever un coin du voile sur cette enfance. Mais une petite question spontanée, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette Europe? C'est un peu la question qu'on pourrait poser quand on rencontre une femme ou un homme et on se dit tiens, qu'est-ce qui me plaît le plus chez elle? Vous, il y a une histoire d'amour quand même qui s'est tissée avec le temps, avec cette grande Union européenne. À première vue, qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette union? Moi, c'est que c'est un miracle, l'Europe. Ouais. C'est un miracle compte tenu de ce qu'on a fait, ce qu'on a vu dans l'histoire. Le fait qu'on arrive aujourd'hui à parler tranquillou avec son voisin roumain et puis à aller travailler et à voir des Allemands venir en voyage ici et puis tout simplement à travailler à des compromis ensemble tous les jours, c'est tout simplement banal et c'est en paix. C'est dans le respect de toute notre diversité. C'est quelque chose qui est complètement ouf par rapport à l'histoire, par rapport aux atrocités dont nous sommes capables, que nous sommes capables de faire. C'est aussi ce dont je voulais parler par les photos que je vous ai envoyées justement. On parlera plutôt, c'est une très chouette réponse, je trouve. On parle souvent dans votre réponse des enfants. Quand un enfant vient au monde, on dit souvent que c'est un miracle. Quand il est en bonne santé, il est fragile, mais on rappelle le côté miraculeux de la vie. C'est ce qui vous lie quelque part dans votre réponse à l'Europe, ce côté miraculeux. Bien proche du micro, Shams, si vous le voulez bien. Il y a cette photo d'enfance qui permet d'en dire très long sur votre parcours. On va évidemment avec vous ce matin parler de ce qui vous passionne dans cette construction européenne, mais aussi des dangers qui guettent au quotidien l'Europe. Parlez-moi de cette photo qui est une grande photo, une très belle photo de famille. Merci beaucoup. En fait, dans cette photo, je l'ai choisie parce qu'il y a juste 3 semaines, on était au bord du précipice en France, pas loin de la Belgique, avec l'extrême droite qui voulait cibler les binationaux. Donc des millions de personnes et je vous ai envoyé cette photo parce que c'est la seule photo où mes grands-parents, des deux côtés, français et égyptiens, étaient ensemble dans le Pas-de-Calais à Wimbreux, c'est près de Boulogne-sur-Mer, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas loin de la Belgique, c'est le nord. Côte d'Opale avec 800, les deux caps. Exactement, et les frites sont aussi bonnes qu'en Belgique, je dois le dire. Voilà. Et votre maman Nord-Pas-de-Calais et puis votre papa égyptien. Voilà, donc en fait, vous avez tout à gauche mon grand-père Jean qui venait de Calais, qui a grandi à Boulogne-sur-Mer, puis ma grand-mère qui vient de Strasbourg, qui a vécu la guerre, dont on verra l'une des photos plus tard. Puis vous avez ma grand-mère Shafia qui vient du nord de l'Égypte, du delta du Nil. Et puis tout à droite, vous avez mon grand-père Ahmed, qui vient lui aussi du delta du Nil. Et donc moi, j'ai 2 ans, bien sûr, je suis pas très content, et eux ne parlent pas de langue commune. Mes grands-parents égyptiens ne parlent pas le français, et mes grands-parents français ne parlent pas l'arabe. Et c'est grâce à leurs enfants respectifs, qui sont toujours amoureux aujourd'hui, c'est mes parents, donc dédicace à mes parents qui sont toujours amoureux en 2024, alors qu'ils se sont rencontrés en 84. Oui. Que ça a très bien marché. Donc voilà, c'est un pied de nez à l'ambiance actuelle pour dire vive
les binationaux, vive la pluralité, vive la France black, blanc, beurre ou la Belgique plurielle. Donc en fait, notre devise européenne, unie dans la diversité. Ouais. Ça veut dire que quand on a vécu cette séquence française des élections, qui était une séquence terrible, avec cette sortie du Rassemblement national sur effectivement la place occupée par des binationaux dans des hauts postes et avec cette suspicion par rapport à leur binationalité, vous, Shams El Ghanemie, vous vous êtes senti atteint dans votre chair comme beaucoup de binationaux français? Oui, dès qu'on gratte, en fait, on sombre dans le racisme, en fait. Si on veut faire des Français supérieurs à d'autres, c'est le début de la fin. Moi, j'étais en pleurs devant mon drapeau français en chantant la Marseillaise quand j'étais délégué de classe dès la 5e. Donc, faut bien comprendre la pente descendante dans laquelle on s'engouffre si on commence avec ce genre de rhétorique identitaire. Très belle photo, on va parler de votre parcours, hein. Très belle photo de famille avec vos grands-parents français et égyptiens. Vous vous êtes aussi fortement engagé parce que malgré tout, sans vouloir, et ce n'est pas, je pense que vous êtes très engagé sur ces questions-là, vous n'êtes pas du genre à mettre des œillères aussi sur les problèmes liés à l'immigration. Vous venez de très justement rappeler l'importance d'avoir des familles qui ne sont pas nées du même pays et la richesse que cela produit. Vous vous êtes très fortement engagé aussi après les attaques du Bataclan par rapport à et on en parlera, par rapport à des Syriens. Vous êtes aussi très réaliste sur les dangers qui nous guettent liés à l'immigration. Shams El Ghanemie, vous avez effectivement ce regard qui n'est pas un regard naïf sur l'immigration. On en parlera, mais c'est important aussi de le rappeler. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, c'est une opportunité. On en fait ce qu'on veut. On peut, avec une prophétie autoréalisatrice, dire l'immigration est un problème et ça va devenir un problème. Ou dire l'immigration est une chance et donc il faut investir dedans. Quand on a eu les attentats terroristes en 2015, j'ai créé avec d'autres collègues une troupe de réfugiés syriens qui étaient musiciens. Et on a voulu envoyer un message positif, et donc on a fait des concerts de Marseille à Bruxelles, en passant par Huy ou par Anvers, à la Cité Miroir de Liège ou aux Beaux-Arts, pour envoyer un message positif. Que oui, les réfugiés syriens, ils sont pas parfaits, ils sont pas meilleurs que nous, ils sont pas moins bien que nous. C'est des gens comme nous, ils ont des enfants, des tout petits enfants aussi, ils ont aussi leurs problèmes, leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs. Et donc, plus on est ensemble, inclusif, mieux on sera à l'avenir. C'est une recette, il y a pas de recette miracle. C'est vraiment plus on dit que l'immigration est un problème, plus ça va vraiment être le cas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. L'immigration peut être un problème si on ne la gère pas bien. Et donc c'est une opportunité qu'il faut absolument bien gérer. On va en reparler, on va dérouler votre parcours, voir effectivement comment est-ce qu'un petit garçon peut se passionner pour l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours scolaire et dans vos premières années professionnelles? Vous avez travaillé pour plusieurs députés européens, vous avez aussi été très actif, Shams El Ghanemie, par rapport au Brexit. C'est quelque chose qui vous a fortement touché aussi. Vous faisiez campagne avec un député écossais, je pense, par rapport à ce qu'on appelle le Remain, hein, donc de laisser l'Angleterre et la Grande-Bretagne au cœur de l'Union européenne. Ça n'a pas été le cas. On va parler de tout ça avec vous. Restez bien avec nous. On va s'écouter, si vous le voulez bien, les Beach Boys. Beaucoup d'énergie ce matin sur la première. Et puis on revient avec le selfie jusqu'à 11h. La première. Ceci n'est pas un selfie. On avait envie, c'est surtout Véronique Tiberghien et Cédric Wautier qui animent l'émission en Tendance Première. On voit défiler nombre d'invités dans notre quotidienne. On s'est dit, tiens, pour l'été, on va sélectionner une partie d'invités qui nous semblent très marquants, très influents dans leur engagement. Shams El Ghanemie, vous êtes avec nous ce matin jusqu'à 11h. On va dérouler votre parcours. Vous avez été vous êtes toujours au sein du Parlement européen comme conseiller politique. Ça veut dire, en un mot, que vous travaillez pour un groupe. Vous allez me le citer, Shams El Ghanemie, votre quotidien aujourd'hui par rapport à l'Europe. Oui, alors j'ai oublié de vous dire que bien sûr je ne représente pas mon employeur, donc je ne parle pas au nom du Parlement européen ou du groupe pour lequel je travaille qui est Renew Europe, le groupe qui est au centre du Parlement européen. On est plutôt dans des partis de centre droit ou de... Centre gauche à centre droit. Centre gauche, oui. Et en fait, mon travail consiste à conseiller une centaine, et puis depuis cette semaine, environ 78, 78 députés qui sont du Danemark ou de l'Espagne ou de l'Irlande, mais qui sont plutôt entre le centre gauche et le centre droit. Oui. Et ensuite, on négocie
une majorité au Parlement européen, donc pour des textes, ça peut être sur quelle Europe nous voulons face à Donald Trump dans quelques mois. Mmh. S'il décide de, par exemple, supprimer tout le soutien américain en termes d'argent aux Nations Unies, est-ce que l'Union européenne va doubler son budget aux Nations Unies pour sauver les agences des Nations Unies qui aident, par exemple, à l'aide humanitaire dans le monde? Ce sont des questions qui sont importantes. Il faut avoir aussi parfois du personnel pour aider, conseiller, préparer aussi les notes, les textes, les amendements, etc. L'élection américaine sera évidemment un très grand rendez-vous à l'automne. On s'attend, quel que soit le candidat, on s'attend pour l'instant au pire dans la fin de la campagne par rapport à ce qu'on vient de vivre aussi le week-end dernier. Juste avant de parler de cette photo qui a fonctionné comme un déclic pour vous, Shams El Ghanemie, rapide retour sur les élections européennes en quelques secondes. Grand moment électoral pour l'Europe ici en juin dernier. Qu'est-ce qui vous a marqué dans la sortie des urnes brièvement? Ça dépend comment on peut le voir en fait. On est le seul endroit au monde où on a des élections internationales, où il y a des Belges qui peuvent voter au sud de la France, ou des Français qui peuvent voter au nord de la Belgique. C'est incroyable. C'est depuis ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est incroyable. Et le Parlement va adopter quelque chose comme 400 lois dans les 5 années qui viennent, qui sont importantes, qui concernent nos données privées sur Facebook ou le recyclage de produits dangereux. C'est très, très important. Et donc, le fait d'avoir cette élection et d'avoir aussi une majorité des Européens qui y participent, c'est déjà en soi quelque chose de très bien. Après, effectivement, on a une brunisation avec une entrée assez forte, ou du moins un renforcement de certains groupes d'extrême droite. Ça, c'est pas du tout de mon bord politique. Est-ce que vous avez, Shams El Ghanemie, je profite de votre présence et de votre expertise vraiment sur les connaissances et le vécu de l'Union européenne. Est-ce que vous avez, une explication? Le diagnostic est terrible quand on voit la montée des partis d'extrême droite en Europe. Est-ce que vous comprenez d'où vient effectivement ce malaise? On peut tenter d'analyser, bien sûr, et on le doit. Il y a une polarisation, il y a un désenchantement, il y a aussi un problème de médium. On a beaucoup d'informations qui ne proviennent pas de journalistes comme vous, qui sont entraînés, qui sont formés. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Donc il y a une certaine méfiance qui s'installe entre certaines personnes, et qui renforce une méfiance qui est déjà présente. Oui, c'est un courant de désamour. On a commencé l'émission avec une sorte de déclaration d'amour à l'Union européenne. Si on voit que dans chaque pays, la montée des nationalistes qui sont plutôt frileux, qui sont plutôt europhobes à l'idée d'une grande construction et d'une fédération européenne, il y a effectivement un courant international de désamour par rapport à cette construction européenne. Et cette photo que vous avez choisie, Shams El Ghanemie, elle vient quelque part un peu rappeler pourquoi est-ce qu'il faut contrecarrer cette relation de désamour. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo que vous avez choisie? Alors sur cette photo, il faut savoir que ma grand-mère me les a données. C'est une série de photos de Strasbourg en avril 1945. Strasbourg est ruinée, complètement détruite, comme une grande partie de l'Europe. On voit là deux... Et là, on peut apercevoir effectivement deux âmes que je ne connais pas et qui sont là à côté de leur maison complètement détruite. On est au centre-ville de Strasbourg, qui est le siège du Parlement européen, faut-il le rappeler, et qui se réunit d'ailleurs cette semaine pour le début de son mandat. Et pour moi, c'est très important de voir d'où nous venons. Ma grand-mère strasbourgeoise a vécu 23 ans à mes côtés, dans la chambre à coucher juste à côté de la mienne et de celle de mon frère. Et donc, elle a toujours parlé, un petit peu en alsacien, elle a toujours parlé de son immense perte, qui est la perte de sa grande sœur, et de sa mère, qui parlait en alsacien. Et j'aimerais bien vous raconter l'histoire de la mère de ma grand-mère, oui. Donc de mon arrière-grand-mère, Marie, qui... En fait, le 8 mai 45, parce que j'ai demandé à ma grand-mère, mamie, comment c'était pour toi le 8 mai 45 ? Eh ben, c'était terrible pour elle, parce que même si c'était certes la fin de la guerre, la libération, oui. Elle ne trouvait pas son amoureux, qui était allemand. Et donc, elle a dû, pendant 2 ans, rechercher et passer de commissariat en commissariat pour retrouver son amoureux, qui en fait a été gardé en prison par les Français, qui se disaient « Ah, c'est un Boche, il faut qu'il reste en prison ». Mais pourquoi était-il en prison ? Les nazis l'ont mis en prison, parce que c'est un Allemand qui voulait intégrer la Légion étrangère française,
parce qu'il était dégoûté du nazisme. Oui. Et donc, quand il est revenu à Strasbourg en 1941, il a été mis en prison par les nazis. Et donc, c'est toute l'Europe, en fait, qui est dans cette histoire de ma grand-mère, qui est dans ma chair, dont j'ai l'ADN, qui est quelque part donc en moi, même si elle nous a quittés il y a 9 ans. Et pour moi, c'est un devoir de continuer, du haut de mes petites années de 38 ans, de partager ça, de dire que plus jamais cela ne doit avoir lieu. Et pourtant, on voit des choses similaires en Ukraine, à Gaza ou en Syrie, autour de nous, ou dans les Balkans il y a quelques décennies. Il faut vraiment comprendre qu'on peut revenir là-dedans. C'est absolument incroyable, inimaginable. Oui, mais en 1939, en ayant vécu la Première Guerre mondiale juste 20 ans avant, on n'imaginait absolument pas qu'on allait tuer 35 millions d'Européens en 6 ans. On en est toujours capable. On comprend. Avec votre vécu, Shams El-Ghanemie, et merci de nous le partager ce matin. On comprend évidemment, je posais la question en début de sommaire, on allait essayer de comprendre d'où vient cette relation affective très forte avec l'Europe. Quand on voit l'histoire, votre histoire personnelle, et ce n'est pas une histoire unique. On est tous en Europe. Elle est banale. Issus, elle est banale. On a tous des grands-parents qui ont vécu la guerre. Il y a eu des histoires effectivement, des relations amoureuses aussi par-delà les frontières. Le Tour de France que vous avez fait, plus d'une centaine, je pense, de débats. C'était teinté de cette énergie-là. Vous avez été voir les Français pour leur expliquer, pour leur rappeler effectivement d'où on vient et l'importance d'avoir une Union européenne qui est soudée, fraternelle et solidaire. Moi, j'avais vécu le Brexit. C'était un cauchemar. On voyait des Britanniques européens, des Écossais en l'occurrence, puisque je travaillais pour Alan Smith, un député européen écossais. Oui. Qui voulaient rester avec nous, qui voulaient continuer à travailler ensemble dans cette aventure, à créer des compromis bureaucratiques, mais aussi qui nous aident pour nous protéger de Facebook ou de Netflix ou de je ne sais quoi. Et puis, le populisme a gagné, à juste quelques voix de près. L'extrême droite a remporté ce référendum avec juste quelques mois de campagne délétère, disant n'importe quoi sur l'immigration. Et les gens y ont cru et se sont tirés une balle dans le pied. Et on ne peut pas réparer cela. Ça va durer des décennies, pendant lesquelles nous, Européens, sommes affaiblis. On a perdu les Britanniques sont tout seuls, ils sont encore plus perdus que nous. C'est le résultat du nationalisme, qui n'est pas quelque chose qui va venir à l'avenir, il est déjà dans la bergerie, le loup. C'est ça que je voulais faire pendant mes 100 débats en France, dans 40 départements. C'était une aventure que de découvrir tous ces départements, notamment ruraux, eurosceptiques, qui sont abandonnés par les grandes villes où ça se passe mieux. Et aussi, bien sûr, parler de mon vécu. Mais c'était aussi et surtout pour écouter toutes ces histoires, de l'Orne en passant par l'Ardèche ou l'Aisne, et de voir que l'Europe, on peut en parler à tous les niveaux, dans tous les villages, dans toutes les villes en Europe. Chacun, en fait, peut être un ambassadeur et se battre pour notre continent et pour aussi des valeurs universelles que nous sommes censés défendre à l'extérieur. Travail personnel qui est extrêmement important. On va rester avec vous, Shams El-Ghanemie. On parlera bien sûr de vos origines, de nouveau, de la rencontre entre votre maman et votre papa égyptien. On marque une pause et puis on se retrouve juste après ceci. La première, 10h, 11h, ceci n'est pas un selfie. Fabrice Lambert. Merci de nous être fidèles sur la première par rapport à ce grand rendez-vous de l'été. Ceci n'est pas en selfie. On prend la peine de retourner l'appareil photo, mais pas en mode narcissique, comme on peut le voir sur pas mal de réseaux sociaux, pour mettre en lumière nos invités qui ne veulent pas nécessairement et évidemment être pris dans un portrait narcissique, mais plutôt de parler de leur engagement. Alors on fait un mix entre votre parcours professionnel, votre parcours scolaire à tous nos invités et leur engagement. Vous, c'est l'Europe. Shams El-Ghanemie, vous êtes aujourd'hui conseiller politique au sein du Parlement européen pour le groupe Renew, qui est la force politique au Parlement européen. Vous avez été engagé très concrètement auprès d'élus, des députés européens, notamment par rapport au Brexit. On en parlait juste avant de marquer une pause. Et vous disiez très justement, aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Le Brexit, il est signé. Le référendum a eu lieu. Vous avez participé avec un député écossais. Vous avez essayé de militer pour maintenir les Britanniques au sein de l'Union européenne. Et vous avez dit, voilà une conséquence concrète
de la montée des nationalismes. C'est une leçon qu'on doit retenir. C'est comme ça que vous en parlez aujourd'hui, Shams, quand vous rencontrez autour de vous des jeunes ou des moins jeunes pour parler de l'Europe ou du Brexit. Vous dites, voilà, une leçon, qu'on soit pour ou contre, c'est une leçon très concrète de ce qui peut se passer quand il y a une politique de propagande et de désinformation, parce qu'il y a eu beaucoup cela autour du Brexit. C'est comme ça que vous en parlez aujourd'hui ? Pas vraiment. C'est pas une histoire d'être pour ou contre l'Europe. C'est effectivement quelle Europe on veut. Et faire comprendre aux gens que qu'ils soient de gauche ou de droite, ils doivent faire attention à la désinformation qui viendrait peut-être en fait de la Russie et qui aurait intérêt à diviser l'Union européenne. Et nous l'avons vu. Russia Today, les réseaux sociaux ont été largement imbibés par des grandes entreprises de bots travaillant pour en fait la Russie, pour distiller une impression de chaos, d'immigration massive, submersive, et donc de fermer les frontières pour se protéger en tant que Britannique et entretenir l'hubris nationaliste britannique. Oui, c'est ça votre combat en fait, Shams, c'est d'avoir une information juste, la plus juste possible sur ce que représente pour nous l'Europe aujourd'hui, au-delà d'effectivement de la photo qu'on a vue tout à l'heure avec une Europe qui nous garantit la paix jusqu'ici depuis de si nombreuses années. Vous militez, vous, pour que dans les régions les plus profondes de l'Europe, il y ait une information juste de ce qu'est l'Europe. Oui, mais je voudrais dire que c'est pas exactement ça. Quand on vient d'un milieu rural ou urbain, on a une vision différente aussi, on a des priorités différentes, des conceptions et des préjugés aussi sur l'autre qui sont différentes. Et je l'ai aussi appris en me rendant compte du fossé qui séparait une France rurale ou périurbaine d'une France urbaine, par exemple. Et c'est la même chose aussi en Belgique. Si on est à Malmedy, la photo qu'on verra plus tard vient de Malmedy. Oui. On n'a pas la même perception que si on vient de Bruxelles ou de Liège, par exemple. Et donc, c'est pas juste de se battre pour l'Europe, c'est aussi de se battre pour certaines valeurs. Moi, par exemple, je suis de centre-gauche. Je préfère qu'on se batte contre le réchauffement climatique, par exemple, pour la biodiversité ou pour des valeurs progressistes. Et donc, il faut bien comprendre que l'Europe en tant que telle ne suffit pas, puisque les personnes, bien sûr, veulent une amélioration concrète de leur vie quotidienne en tant qu'agriculteurs en Écosse. Ils veulent que leur bœuf, par exemple, soit protégé du bœuf américain. Et donc, c'est pas histoire d'être pour ou contre, c'est montrer comment est-ce que concrètement, si on les laisse tout seuls, les agriculteurs écossais, oui, ils vont peser peanuts par rapport au lobby américain de l'industrie agroalimentaire. Et donc, quand on avait la chance d'interagir avec des farmers écossais, ils pouvaient nous partager toutes leurs souffrances, et c'était la même souffrance, les mêmes rêves que celles dont souffrent et dont rêvent les agriculteurs français ou allemands. Oui. Et donc, la solution, elle est commune. Donc, il faut être très, très concret, écouter tout d'abord les gens, les écouter le plus possible pour comprendre leurs problèmes, ce qu'ils souhaitent, et puis ensuite leur répondre très très concrètement. Et donc, c'est une fois qu'ils ont vu que l'Union européenne marche pour eux, qu'ils peuvent ensuite l'adouber dans l'urne. Et c'est pas inversement. Ouais. Comment faites-vous, Shams? Petite question sur justement cette relation affective qui vous lie. Vous avez 38 ans, Shams El Ghanemie, vous êtes conseiller politique au sein du Parlement européen. Quand vous avez des moments de découragement par rapport à cette Europe, c'est le quotidien. Quand on se passionne autant pour quelque chose d'aussi compliqué et complexe, d'où vous tirez cette énergie pour dire à un moment donné, j'ai envie de claquer la porte de mon engagement par rapport à l'Europe et je me tourne concrètement vers autre chose. Où vous allez puiser, Shams El Ghanemie, cette résilience pour rester fidèle à cette Europe? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont une source d'inspiration. Qui joue beaucoup pour moi, pour me renvigorer, retrouver une énergie, retrouver un optimisme ou plutôt une détermination. On va essayer de les citer dans un instant. Il y en a beaucoup, donc je vais pas arriver à vous dire telle ou telle personne. C'est vraiment des gens qui sont actuels, des jeunes ou des personnes âgées qui sont courageux et courageuses et qui juste sont complètement inspirantes. Ou quand ça va très très mal, je lis les bouquins d'histoire.
je lis les biographies, mais d'il y a longtemps. Et quand on voit notre continent il y a 200 ans ou il y a 100 ans, quand on se replonge dans l'histoire, dans les crises, on prend aussi une certaine perspective qui nous permet de reprendre confiance en nous, de reprendre espoir. Et puis il y a bien sûr l'aspect micro, parler à son voisin, arriver à s'entendre pour construire ensemble des panneaux photovoltaïques au-dessus de notre bâtiment. Après 1 an et demi de pourparlers avec l'ensemble de notre immeuble, c'est une vraie réussite au niveau local, grâce aussi à la région de Bruxelles. Et ça nous reconstruit. Donc voilà, bien sûr, j'ai pas du tout un optimisme, une énergie positive tous les jours. Très loin de là, la situation est extrêmement difficile. En tout cas, vous le dites, quand on parle de l'Europe, se replonger un peu dans l'histoire permet effectivement de retrouver de la vigueur par rapport à cette Europe. Effectivement, je voulais vous poser malgré tout la question d'une rencontre marquante. C'est bien souvent la question qu'on pose cet été à nos invités. Il y a bien souvent une personnalité ou un moment charnière. Est-ce que malgré tout, même si vous dites qu'il y a eu beaucoup de personnalités inspirantes dans mon parcours, ou ce sont des figures politiques, est-ce qu'il y a un visage d'un homme ou d'une femme qui malgré tout, dans cet univers, se démarque pour vous, Shams? Si vous insistez à creuser vraiment dans mon moi profond, ouais. Quand j'avais 14 ans, j'ai découvert la Shoah. J'étais à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, à l'est de Paris. Et la majorité de mes amis, de mes collègues, des filles dont j'étais amoureux ou de mes meilleurs amis étaient donc de culture juive. Et j'ai découvert, moi, petit homme de 14 ans, l'horreur de la Shoah. Comment vous l'avez découvert À travers les manuels scolaires. Et dans les manuels scolaires, je me suis dit, il faut que je lise davantage dessus. J'ai lu tout seul, parce que j'étais 1 an au Canada, à Toronto, en 3e. La 3e en France, c'est quand on a environ 14 ans, 15 ans en Belgique. Et je suis plongé dans l'horreur telle que relatée par Primo Levi ou Simone Weil ou Hannah Arendt. Et ça m'a vraiment traumatisé pour la vie. Et je me suis dit, si j'ai une chose à faire dans cette vie, c'est de me battre pour que cela n'arrive plus jamais. Pas parce que ces personnes-là sont juives, parce que ces personnes-là sont des êtres humains, comme moi, comme vous. Et donc, c'est vraiment le fondamental qui a fait que je me suis dit, il faut que je recherche quelque chose qui m'aide à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et donc ensuite, au lycée, je me suis intéressé aux Nations Unies. J'ai vu que cela ne marchait pas très bien, puisque nous avions la guerre en Irak en 2003, avec des États-Unis va-t-en guerre qui partaient malgré l'absence totale de soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Et là, j'ai découvert l'Union européenne. On allait avoir l'élargissement en 2004 à 10 nouveaux États d'Europe de l'Est et de Chypre et de Malte. Et je me suis dit, c'est incroyable ce système où les droits humains sont plus importants que les États. La Cour européenne des droits de l'homme est plus importante que nos propres tribunaux nationaux. C'est quelque chose d'incroyable d'être arrivé à ce système de protection des droits et des libertés fondamentales. Et moi, ça a beaucoup résonné avec moi, avec mon hantise de faire quelque chose qui puisse apporter une pierre. Et donc, je me suis dit, OK, il faut vraiment que cette Union européenne-là, je l'étudie et que je la défende parce que son système actuel me plaît. Je ne me bats pas pour l'Union européenne en tant que telle, mais pour ce qu'elle est, qui est un système où les libertés fondamentales sont protégées au-dessus des États, où les citoyens se retrouvent ensemble pour voter des lois ensemble, où il n'y a pas de frontières intérieures. C'est quelque chose qui devrait être idéalement le cas sur Terre, et que nous devons préserver à tout prix. C'est un plaidoyer intéressant et magnifique que vous nous donnez par rapport à l'Europe ce matin. L'Union européenne, en fait, répond à un pacte que vous vous êtes créé avec vous-même à 14 ans, quand vous découvrez la Shoah et les horreurs à travers les manuels scolaires. Il y a quelque chose qui résonne en vous en tant qu'enfant, et vous vous dites aujourd'hui, vous repensez à cet enfant, vous vous dites, voilà, je suis sur la voie que j'ai choisie parce qu'il y a eu ces atrocités et la découverte que vous en avez faite à 14 ans. On va marquer une
une petite écoute musicale avec Lenny Kravitz. On s'était promis de l'écouter ce matin, on va le faire tout de suite. Et j'aimerais bien vous entendre évidemment, Shams El-Ghonémi. C'est un sujet qui est extrêmement clivant et ô combien important. C'est ce qui se passe du côté du Proche-Orient avec l'État d'Israël et la Palestine, la guerre à Gaza. On va en parler avec vous. Je suis curieux d'avoir le regard que vous avez sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire de ce côté-ci du monde? Lenny Kravitz sur la première. Human. Et puis, nous revenons avec notre invité jusqu'à 11h. Merci de nous suivre ce matin. Ceci n'est pas un selfie. Sur la première. Alors justement, pour revenir sur le titre Human de Lenny Kravitz, quand on regarde, et je voulais vous entendre, Shams El-Ghonémi, vous êtes invité dans cette grande fresque du selfie jusqu'à la fin de l'été. On invite des personnes qui sont, pour nous, dans l'émission Tendance remarquables, dans leur engagement. Vous, c'est l'Europe depuis ce matin, et vous en parlez brillamment. Je voulais vous entendre, et c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, donc il faut vraiment... on marche sur des œufs, il faut être très nuancé par rapport à ce conflit au Proche-Orient, ce qui se passe, les atrocités depuis des mois et des mois. Quelle est la porte d'entrée qui vous paraît la plus utile pour parler de ce sujet-là aujourd'hui, Shams El-Ghonémi? Alors en fait, une deuxième entrée en politique pour moi, ça a été le conflit israélo-palestinien. En 93, aux accords de Washington, mon cousin, Temer, qui avait 13 ans à l'époque, a été choisi en Égypte pour représenter pour la première fois la jeunesse égyptienne pour la paix. Et donc a rencontré Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Bill Clinton devant la Maison Blanche. Et ensuite, il m'a envoyé sa photo signée. Et bien sûr, je l'ai gardée. Et bon, j'étais très jeune, mais j'ai commencé bizarrement à acheter un livre sur le Proche-Orient, sur l'histoire du conflit. J'avais 12 ans. Oui. Je n'ai rien compris aux premières 100 pages. Et après, j'ai arrêté de lire ce livre et je l'ai relu 20 ans plus tard. C'est, pour ma famille, en Égypte, du moins, du côté égyptien, ça a été un engagement très important. On a été parmi les seuls à avoir le privilège d'être les hôtes de familles israéliennes qui venaient visiter l'Égypte. Et donc, j'ai accompagné, main dans la main, des Israéliens pour découvrir d'anciennes synagogues et bien plus en Égypte. De même, j'ai eu le privilège d'être invité par d'autres amis israéliens à Tel Aviv, en Israël, et bien sûr par des amis palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. Donc, j'ai un regard qui vient de... C'est-à-dire que je peux parler à tout le monde. Je vois bien qu'il y a une situation qui est gravissime, avec une occupation de tout un peuple par l'occupation israélienne des territoires en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ce que je veux, moi, c'est à mon niveau local, garder espoir. Garder espoir, pourquoi? Premièrement, qui suis-je? Je suis en partie européen. J'ai vu que l'impossible est possible. J'ai vu que ma grand-mère strasbourgeoise, qui a survécu à Strasbourg, a continué à parler l'allemand et m'a donné envie de l'apprendre et je l'ai appris. Et donc, c'est incroyable de penser que en 78 ans, on a complètement réparé et on est arrivé à s'aimer de nouveau, français et allemand. C'est sur magnifique. Descendre, sur l'enfer et sur l'enfer, sur l'enfer. Et donc, qu'on ne me dise pas que la résolution du conflit israélo-palestinien est impossible. Et de même, à mon niveau local, malgré ce contexte absolument terrible actuel dans lequel nous sommes, eh ben, j'ai été incroyablement heureux d'être invité pour célébrer la Pâque juive avec des amis juifs israéliens il y a quelques semaines. Et j'ai été extrêmement heureux de les inviter aussi pour célébrer la fin du jeûne pendant le Ramadan, l'Iftar, chez moi aussi. Et c'est avec ces actes au niveau local qu'on garde espoir. Il le faut, encore plus aujourd'hui qu'auparavant, avec ce débat absolument exécrable, très artificiel aussi en Europe, sur ce conflit absolument atroce qui continue aujourd'hui. On espère, on croise évidemment tous les doigts que nous avons pour que rapidement on ait de ce côté-là du monde effectivement un premier petit éclairage, une petite lumière sur cet enfer. Vous avez fait un tour de l'Europe pour parler de l'Europe, un tour de France, pardon, Shams El-Ghonémi pour parler de l'Europe. Dans un instant, on va bien sûr arriver sur votre déconnexion, mais une question plus légère. Quels sont
les régions d'Europe qui vous plaisent? On est en été, Shams El Ghanemie, quand vous prenez que ce soit le train ou même la voiture ou le vélo pour vous déplacer en Europe, qu'est-ce qui fait battre votre cœur dans cette Union européenne, là d'un point de vue plus prosaïque et pour voir que ce soit le tourisme ou autre chose, dans quel coin vous aimez bien aller vous balader, Shams? Pour rester sur la Belgique, moi j'adore les cantons de l'Est, Eupen par exemple. On peut le prendre en train, donc moi j'ai pas de voiture et je trouve que la Belgique est incroyablement bien desservie en train. On a beau parler de la SNCB en disant qu'elle a des problèmes, en fait elle est meilleure que pas mal d'autres systèmes ferroviaires. Ils sont très heureux de l'entendre dans votre bouche. Voilà, ouais. et donc on a beaucoup de chance de pouvoir avoir les billets avec les billets week-end qui nous permettent le vendredi soir de partir et de découvrir à prix réduit ce beau pays. Et donc j'aime beaucoup la nature, j'aime pas voir tout le temps plein de gens, j'ai besoin aussi de déconnecter et donc d'être face à la mer ou devant la forêt. Il y a 4 ans, j'ai fait un stage ouvrier en pleine Cambrousse en Allemagne, à Hitzacker, vraiment à un endroit au milieu de l'Allemagne et c'était pendant le Covid, pendant 7 mois. Oui. Et j'ai pris un goût incroyable à la nature, à la déconnexion. J'aimais beaucoup avant aussi les beaux parcs, mais maintenant encore plus. J'aime beaucoup m'évader dans la forêt, m'extasier devant les arbres, le ciel, pour me renvigorer et je souhaite à tout le monde. Et malheureusement, voilà, dans certains quartiers, il y a moins d'accès à ces espaces verts que dans d'autres quartiers. Donc c'est vraiment d'intérêt public. Votre engagement, je reviens un instant sur votre engagement aussi auprès des ONG. Vous êtes aussi à la fois politique, Shams El Ghanemie, mais vous avez aussi fait beaucoup de projets pour l'humanitaire, pour l'artistique avec les réfugiés syriens. Vous avez monté une troupe d'artistes et vous avez fait des concerts pour les Syrian Got Talents. Juste aussi votre regard sur l'école. Quand je vous entends parler d'Europe, je vous ai posé la question et vous m'avez dit, mais je le fais hors antenne pendant les Nick Ravis. Je dis, pourquoi vous n'allez pas dans les écoles parler, comme vous le faites ce matin, d'Europe? Parce qu'on a besoin d'entendre dans nos cours, nos étudiants, nos adolescents, entendre le discours que vous portez sur l'Europe. Vous le faites déjà? Moi, je l'ai fait beaucoup. On a un programme, par exemple, en France, qui s'appelle Europe par les jeunes. Donc, quand j'étais aux Jeunes Européens France, quand j'avais encore l'âge, je faisais ce qu'on appelle Europe à l'école. Donc, j'allais dans les écoles, dans les lycées, et je partageais effectivement l'Europe concrète, les droits et les devoirs citoyens, les exemples très très concrets des législations contre la discrimination, qui parlent beaucoup à certaines écoles en France, par exemple, et aussi en Belgique. Donc, on peut aussi, mais je pense qu'on peut tous être ambassadeurs de l'Europe quelque part. On n'a pas forcément à aller dans ces écoles. Et les manuels scolaires, les professeurs surtout, jouent un rôle très important. Les parents et tout simplement les amis. On peut parler à un ami et partager aussi. Mais je voulais revenir sur Syrians Got Talent, la troupe de réfugiés syriens que j'ai cofondée. Quelques années plus tard, que sont devenus ces réfugiés syriens? On n'en parle plus. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont venues en Belgique, par exemple, pour citer la Belgique, et qui ont été, pour la plupart, merveilleusement bien accueillis. Bien sûr, par beaucoup de Belges très généreux. Et maintenant, notre violoniste, Lotus, qui est venu donc par bateau, dans des conditions difficiles, à quelque chose comme 22 ans, 21 ans, elle est architecte, elle réussit tout à fait bien sa vie à Gand, elle parle magnifiquement bien le néerlandais, elle apprend aussi le français, et je suis très fier d'elle. On a aussi Marbad, l'autre violoniste, qui vient de Raqqa, au nord, qui avait été envahi par l'État islamique, mais aussi sous la répression du régime d'Assad, qui est venu, il avait 18 ans, et maintenant, c'est l'un des meilleurs coiffeurs à Huy. Et donc, si vous êtes à Huy et que vous recherchez un super coiffeur, contactez-moi, je vous mettrai en contact avec Marbad. Et donc, tous les musiciens de notre troupe sont magnifiquement bien intégrés. Il n'y a aucun problème. Et donc, on n'en parle pas. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'on disait « Ah, mais peut-être que ce sera un problème, peut-être que nous allons perdre notre identité européenne ou qu'on va être attaqué par ces réfugiés syriens », alors qu'en réalité, ils ne sont pas meilleurs que nous, ils ne sont pas moins bons que nous, ils sont exactement comme nous. Et
Et c'est super chouette de les avoir. J'espère. Je vais vous faire une promesse et j'espère qu'on pourra la tenir. On fera une émission, sans doute dans Tendance. On verra si à la rentrée, on peut revenir effectivement et reparler d'immigration et d'Europe, mais à travers sans doute les artistes et surtout les métiers qu'ils font aujourd'hui et leur intégration. On va inscrire ça à l'agenda de la rentrée. J'espère qu'on pourra le faire. On marque une petite page de pub si vous le voulez bien, Shams El Ghoneimi. On va s'écouter la musique qui vous permet de déconnecter et puis on partira du côté de Malmedy, je pense, voir votre photo de déconnexion. À tout de suite. Ceci n'est pas un selfie sur la première. Quelle est l'image qui vous vient en premier à l'esprit quand on écoute ceci, Shams El Ghoneimi? C'est votre choix musical. Alors l'image, c'est le sourire des Touaregs qui m'ont accompagné dans leur magnifique désert du Sahara en mai dernier au sud de l'Algérie. C'est tout récent. Hein. C'est tout récent et je souhaiterais leur dire merci, Tamennert, en tamashek, qui est la langue, qui est une langue berbère des Touaregs. Cette chanson que j'ai choisie, c'est l'histoire d'une gazelle, ont-ils raconté, qui se balade dans la nuit, qui recherche son petit et qui a perdu son amoureux et qui regarde les étoiles. Voilà. Et c'est une langue qui est très belle, j'ai trouvé. Et je veux juste les remercier pour leur accueil à Janet en randonnée. Qui est magnifique et qui est accessible d'ailleurs au tourisme européen depuis quelques années. Ça permet de faire le lien, bien sûr, tout de suite avec les étoiles, parce que c'est votre deuxième passion. Juste brièvement, les Touaregs, vous les avez eu au téléphone, je pense. Oui, hier. Avec, via Facebook, je les ai rappelés pour bien m'assurer que j'avais compris que cette chanson-là parlait d'une gazelle, mais je savais pas à quoi. Certes, la gazelle, mais qu'est-ce qui se passe pour la gazelle? Donc ils m'ont expliqué ce que je vous ai dit. Ils étaient très heureux de savoir qu'on allait parler d'eux ce matin, le désert du Sahara en Algérie, dans le sud de l'Algérie. Vous avez regardé le ciel sur place? J'y suis allé pour ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a plu un petit peu chaque jour. On a eu juste 2 jours sur une semaine, sur 2 semaines, presque, vraiment clair. Et donc j'ai pris quelques photos très très belles en fin de nuit 2 fois. Comme quoi on n'a pas le monopole de la pluie. Mais c'est très rare qu'il pleuve là-bas. Oui. C'est généralement 5 minutes par mois. Et c'est déjà plus que dans d'autres endroits du Sahara. Il faut savoir que c'est un plateau, le plateau du Sfar, à 1200 mètres d'altitude. C'est une cité néolithique magnifique à découvrir vers Janet. Mais ils étaient tellement contents de voir la pluie qu'ils étaient tous avec leur smartphone à prendre des vidéos pour les partager sur les réseaux sociaux. Alors que moi, j'étais moribond en me disant « Mon Dieu, je vais toujours pas voir les étoiles ce soir ». C'est le signe du dérèglement sur place là-bas, ou vous pensez? Il y a de toute manière une influence climatique aussi au Sahara qui, rappelons-le, n'était pas désertique il y a juste 3000 ans, avec les fresques murales qu'on peut voir à Janet qui sont magnifiques et qui montrent une faune et une flore très riches jusqu'à il y a 3000 ans. Donc ça peut se passer très vite. On va se quitter dans quelques courtes minutes, mais on va lever donc la tête dans les étoiles puisque vous êtes passionné d'espace et vous travaillez au sein d'une ASBL bruxelloise. Oui, alors je ne travaille pas dans cette ASBL, c'est juste que je suis un membre actif de cette association, Bruxelles Lunatics. Sur Instagram, on est BXL Lunatics, c'est pour ça que je tiens le petit sticker. C'est une association qui fait de l'astronomie de rue. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on amène des télescopes dans les places publiques, Parvis de Saint-Gilles, Grand Place, etc. Et on dit aux gens, bah oui, allez-y, prenez un coup d'œil avec le télescope. Et boum, ils rencontrent Jupiter et son anneau et ses lunes, ou Saturne et ses anneaux. Actuellement, on peut voir à l'aube Saturne, avant l'aube. On peut voir Jupiter ou Mars. Et puis bientôt, dans plusieurs mois, ce sera à des moments un peu plus tranquilles en fin de soirée. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on émerveille les gens, au-delà de leurs divergences politiques, religieuses, sociales. Il y a aussi des personnes qui sont sans domicile fixe, qui en profitent. Et on n'a eu aucun problème en 1 an et demi, où on va dans les places publiques, on met ça à disposition, c'est beau, c'est gratuit. Et vous reliez ces gens à ce qu'on a en commun, qui est ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, ça appartient à tout le monde, et c'est universel. Et c'est incroyable, parce que c'est le même ciel, à peu près, à quelques degrés près, il y a des milliers d'années. Donc si vous regardez
le ciel, vous regardez ce qu'ont vu nos propres ancêtres et ce que verront, s'ils arrivent à survivre dans le dérèglement climatique, nos générations futures. On se projette dans l'avenir et on voit aussi le passé. C'est quelque chose de très, très spirituel. Ouais. Quelques secondes pour nous quitter. La photo que vous avez choisie, on voit le ciel ici, magnifique photo avec cette fenêtre ouverte. On va se quitter là-dessus si vous voulez la décrire en quelques secondes, Shams. Là, vous avez par exemple Cassiopée et la Grande Ourse. On est à Malmedy, au sud des Hauts-de-Fagne, dans les cantons de l'Est en Belgique. J'ai choisi ça parce qu'on m'invite sur la RTBF, donc forcément, je peux vous dire qu'en Belgique aussi, on peut voir le très très beau ciel. Regardez autour de vous quand vous revenez du boulot. On a en fait des étoiles magnifiques, des planètes. On peut très bien télécharger gratuitement des applis comme Skylight ou Stellarium qui vous montrent, qui vous expliquent ces étoiles. Certaines sont proches, d'autres sont très très loin. Je trouve que c'est magnifique de nous ressourcer là-dedans cet été. Et le lien sera tout fait avec le disque qu'on s'entend pour se quitter. C'est Françoise Hardy qu'on va s'écouter. Je suis très heureux de vous avoir eu. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Vraiment, Shams El Ghonémi. Allez réécouter ce selfie sur notre plateforme Ovio. Conseiller politique pour l'Europe. On pourrait refaire une émission avec vous sur l'astronomie, mais on ne le fera pas. On le fera très bientôt. Merci beaucoup. On se quitte avec Françoise Hardy.